Aujourd'hui, finalement, aussi, ce qu'on a souhaité faire par Parcoursup, c'est la visibilité est la même qu'on soit avenue Kléber dans le 16e arrondissement à Paris ou qu'on soit dans un village des Hautes-Pyrénées. C'est la première rencontre des lycéens avec une démarche dans laquelle ils sont acteurs. Auparavant, l'affectation au lycée, c'est papa-maman qui s'en occupe. Alors oui, il y a un stress, il y a une angoisse reconnue et il faut travailler sur ce sujet, c'est fondamental. Mais oui, c'est aussi reconnu comme une plateforme qui est facile, qui donne des informations. Est-ce que la question de l'orientation post-bac est un enjeu important, qui est stressant? Oui, mais c'est indépendant de l'outil. Alors chaque année au printemps, c'est la même mécanique. Des centaines de milliers de lycéens retiennent leur souffle. Parcoursup, plateforme d'orientation ou machine à trier. Transparence, égalité des chances, méritocratie, c'est en tout cas ce que le système promet. Stress, incompréhension, sentiment d'injustice, c'est en tout cas souvent ce que les élèves ressentent. Alors aujourd'hui, on a décidé de poser les vraies questions aux responsables de cette plateforme. Pourquoi justement ce site internet suscite-t-il autant de tensions? Qui décide? Quels sont les critères? Quelle est la vision de l'éducation et de la jeunesse que cela traduit? Et surtout, est-ce que ce système est juste? Pour y répondre, j'interroge l'un des hommes qui la connaît le mieux, cette plateforme, Jérôme Teilhard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans 20 sur 20. Vous êtes inspecteur général et chef de projet national de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous pilotez la plateforme depuis sa création. Vous en défendez très régulièrement, notamment dans les médias, ses principes, ses valeurs aussi. Et puis, vous êtes là aujourd'hui pour nous répondre. On est là dans un épisode pour comprendre justement vraiment ce qui se joue derrière Parcoursup. Et puis, peut-être aussi, c'est important, pour remettre un peu d'humain dans la machine. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. On est ravis en tout cas de vous recevoir, je le disais. Merci encore d'être parmi nous, Jérôme Teilhard, à la tête de cette plateforme qui, effectivement, je le disais en préparant cette interview, fait beaucoup de débats. Vous n'avez pas un job facile à la tête, effectivement, de Parcoursup qui stresse de nombreux lycéens et étudiants chaque année, leurs parents aussi et parfois leurs enseignants. Aujourd'hui, si vous aviez 17 ans, avec vos propres notes, votre propre lycée, quelle formation vous choisiriez sur Parcoursup? Alors, en fait, surtout, moi, je pense par rapport à mon expérience personnelle, je me dirais que j'ai plus de choix. Je vous dis parce que d'expérience personnelle, dans mon lycée, il n'y avait pas de BTS, il n'y avait pas de classe préparatoire et j'ai découvert ce que c'était, en tout cas les classes préparatoires, 25 ans après. D'accord. Parce qu'en fait, ça faisait pas partie du monde visible. Et en fait, c'est peut-être ça un petit peu la différence par rapport à des générations de parents qui aujourd'hui sont confrontés à Parcoursup avec leurs enfants, c'est que eux, ils n'avaient accès qu'à ce qui était dans le monde visible, en proximité, par les connaissances. Alors évidemment, certains étaient mieux informés que d'autres, mieux introduits que d'autres dans les cercles pour avoir un certain nombre. Aujourd'hui, finalement, aussi, ce qu'on a souhaité faire par Parcoursup, c'est la visibilité est la même qu'on soit avenue Kléber dans le 16e arrondissement à Paris ou qu'on soit dans un village des Hautes-Pyrénées. Ouais. C'est la même chose. Alors évidemment que ça change parce que on peut aussi se dire, eh bien, avant, je n'avais connaissance que d'un monde limité et finalement, ça avait un côté rassurant. Voir l'océan tout entier a quelque chose d'évidemment plus peut-être anxiogène, mais ce qui est anxiogène, c'est peut-être la question du choix et de sa propre réflexion sur sûr. un choix d'orientation, plus qu'en soi la plateforme et la visibilité qu'elle donne. Mais moi, je considère comme un progrès d'apporter plus de liberté, plus de choix, que de donner une vision du champ des possibles qui est limité à son strict périmètre. Sachant que le champ des possibles, il est grand. Sur Parcoursup, 24 000 formations. Voilà, plus de 24 000 formations. Et là aussi, c'est un élément qu'il faut, en se donnant un petit peu de recul, peut-être pour les parents, ceux de ma génération, le monde de l'enseignement supérieur était assez simple. Il y avait des formations en lycée, alors vous voyez, certains ne les connaissaient pas, c'était mon cas, puis des formations à l'université. Voilà. Et aujourd'hui, la diversité est beaucoup plus grande, y compris dans les formations à l'université. Ça s'est beaucoup diversifié. Mais il faut aussi toujours mettre en parallèle le public de ceux qui vont dans l'enseignement supérieur n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 30 ans. Bien sûr. Je vais dire, indépendamment du débat qu'on peut avoir sur les résultats du bac, je crois que la proportion d'élèves qui se destinaient, qui avaient un projet vers l'enseignement supérieur, n'a plus rien à voir entre les années 90
et puis ce qu'est la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que Parcoursup a, cette notoriété. Je n'ai pas dit popularité, vous l'avez vu. Mais au moins cette notoriété, elle est liée aussi au fait que c'est une plateforme qui concerne toute une génération. Bien sûr. Sans exception. Et puis qui correspond, moi je vais dire, c'est ce qui fait aussi que ça me passionne. C'est la première rencontre des lycéens avec une démarche dans laquelle ils sont acteurs. Auparavant, l'affectation au lycée, c'est papa-maman qui s'en occupe. Après, ça sera évidemment eux. Et ce qui fait la singularité de Parcoursup au milieu de toute cette démarche, en quelque sorte, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'apprentissage. On y vient une fois, alors certains 2 fois, mais globalement, c'est une première fois. Et moi, je suis contribuable, comme beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent. On a un effet d'appropriation sur la plateforme des impôts. La première année, on a demandé à son papa-maman en disant « Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là » On a rempli la case. La deuxième année, moi je vous dis, c'est mon réflexe d'usager de base, j'ai même pas cherché à comprendre ce qu'était la case. Je savais que c'était là qu'il fallait mettre une croix. Et vous voyez, ça, sur Parcoursup, on n'a pas, parce que chaque année, on change de génération. Bien sûr. Et c'est ce qui est à la fois passionnant, parce que il faut reprendre l'exercice, on remet le titre en jeu chaque année, en quelque sorte, avec de nouveaux lycéens. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de professeurs qui, dans les établissements, connaissent le processus et sont capables d'accompagner, et ont eux aussi l'expérience. Et c'est eux qui comptent, parce que vous l'avez dit, et merci de l'avoir souligné, c'est l'humain avant tout. Je crois que c'est pas parce qu'il y a une plateforme que ça enlève à ce caractère profondément humain de l'accompagnement en proximité, des questions, et y compris dans les équipes Parcoursup. Alors, chaque année, dans l'équipe Parcoursup, cette année, c'était 2 qui ont leur propre enfant sur Parcoursup. Vous voyez, on n'est pas détaché d'une forme de réalité, c'est pas des êtres en l'air qui font des choses pour les autres, on le fait aussi pour soi. Il y a bien des gens derrière la Exactement, plateforme. Il y a beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui sont passionnés, qui vivent avec une notoriété reconnue, une popularité à construire ou en devenir, je ne sais pas comment il faut dire, mais avec toute cette question qui est celle d'un enjeu sociétal important, qui est celui de l'orientation, de l'accès à l'enseignement supérieur. Et moi, quelque part, je préfère que ça fasse débat plutôt que ça fasse indifférence. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous avez raison, ça fait débat. Parcoursup me stresse plus que le bac, c'est une phrase qu'on a lue, entendue, écoutée partout. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, personnellement, d'entendre ça ? C'est, j'imagine, compliqué quand on est à la tête de cette plateforme. Oui, en même temps, il faut être, certain de pour qui et pourquoi on agit. Pour qui, c'est pour les usagers. C'est un privilège sur Parcoursup d'être à la fois dans des outils pour lesquels on construit et qu'on fait des politiques publiques, avec un horizon qui n'est pas celui du lendemain, mais qui est un horizon à construire dans les années, dans le temps, et en même temps une réponse à l'usager immédiate, quotidienne. Et je crois que de pouvoir finalement avoir les 2 aspects, à la fois ça montre les limites, les exercices, les insatisfactions, et en même temps c'est un levier aussi pour agir. Ça donne de la légitimité aussi pour agir. Je donne un exemple. L'an dernier, cette année, nous avons mis à disposition des lycéens, de leurs parents, des informations pour estimer les possibilités d'accéder à tel ou tel type de formation en fonction des choix de spécialité que l'on fait, en fonction de son niveau de moyenne générale. Ce dispositif-là, on a mis 1 an et demi à le construire. On a consulté 645 000 lycéens pour avoir leur opinion. Quels termes on utilise, quelle image on met en avant, parce que, et c'est un des sujets permanents et que je trouve passionnant, c'est la transparence, c'est une chose, la compréhension, c'en est une autre. Et il ne faut pas confondre les 2 exercices. On peut être très transparent et être complètement incompris. Oui. Et Parcoursup, on travaille sur la compréhension, parce qu'ils ont 17 ans, vous l'avez dit, et puis ils sont souvent prisonniers de leurs propres préjugés, en quelque sorte. Parce qu'on peut les comprendre, ils ont l'impression qu'ils jouent leur vie. Oui, c'est ça le premier préjugé. Vous voyez ? C'est d'avoir l'impression qu'on joue sa vie, alors que tous leurs adultes, et des fois leurs parents sont pris au piège eux-mêmes de cet exercice-là, alors même que les parents ont pu avoir des carrières, des parcours qu'on variait en fonction de tout un tas d'éléments, d'aléas,
Ouais. eh bien, ils sont quand même avec leur enfant parfois complètement obnubilés en disant si tu prends pas cette bonne voie à tel âge. Alors, ça renvoie à des sujets qui sont beaucoup plus profonds que celui de Parcoursup et qui Tout à sont ceux fait. de la société. Quelle est la représentation de la société de ceux qui changent de parcours? Ouais. C'est pas complètement évident. La représentation que l'on a, c'est souvent une société plutôt, j'allais dire, en tranche napolitaine, vous voyez, où ça se mélange peu et où chacun est à sa place en fonction de ses choix de départ. Et je crois que c'est un vrai enjeu auquel que portent les ministres. Elisabeth Borne, encore plus, elle a été ministre du Travail, elle a travaillé sur la valorisation du parcours, de l'expérience. Voilà, ça reste un défi dans notre société. Et Parcoursup est souvent, en quelque sorte, un thermomètre, un révélateur de sujets dont il n'est pas nécessairement la cause, mais simplement qu'il rend visible. Et il rend visible la difficulté qu'a la société française à se projeter dans ce droit à l'erreur, ce droit au changement, la connaissance des passerelles, des réorientations. Alors, ça existe. Sur Parcoursup, cette année 2025, il y a 183 000 étudiants qui recherchent une réorientation. C'est des parcours très différents. Ouais. Certains pensent qu'ils mettent plus de temps que d'autres, peut-être à trouver leur chemin, sans d'autres parce qu'ils découvrent un chemin, chemin faisant, en quelque sorte. Mais c'est important de dire que c'est une réalité. Vous voyez, 183 000 étudiants, il y a 650 000 lycéens, c'est, enfin voilà, un peu moins d'un tiers, mais je crois que c'est important à dire une bonne proportion. qu'on peut changer de parcours. Et moi, je le prends parce que j'y crois pas simplement dans l'absolu. Moi, j'ai fait une licence d'histoire. J'ai fait du droit par hasard parce que je trouvais que c'était intéressant. J'ai eu l'impression de tomber dedans comme Astérix ou Obélix. Je ne sais plus lequel des deux tombe dans la bassine tout petit. Et puis, j'ai commencé au ministère de l'Intérieur. Je suis au ministère des Affaires sociales. Je suis maintenant au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous voyez, et ce parcours-là, il n'est pas spécifique. Il est de beaucoup de gens qui changent. Et je crois qu'il faut porter ce discours à des jeunes qui ont l'impression que c'est le choix de leur vie. Ça n'est qu'un premier choix. Et il faut donner cette confiance dans le fait que on peut faire un premier choix, on peut se tromper, on peut être passionné, y compris parce qu'au début, on détestait. Enfin, je veux dire, ça arrive à chacun d'entre nous et il ne faut pas penser que le système est complètement immobile. Oui, malgré tout, on a peut-être sous-estimé l'impact psychologique de ce système sur les lycéens. Je comprends que c'est un problème culturel, très franco-français, etc. En tout cas, vous avez raison, travailler sur... réduire l'angoisse, le stress, c'est notre quotidien, c'est notre préoccupation de tous les jours. C'est très concret. Voyez ce que je vous disais juste auparavant, travailler sur permettre à celui qui est en train de faire des vœux de réfléchir à son projet. Et bien, il y a des indications disant, quand on avait ce type d'enseignement de spécialité ou cette moyenne, voilà, est-ce que vous receviez des propositions rarement, souvent voilà, ça donne des indications et ça aide. Et c'est pas la plateforme parce que finalement, ce que vous dites derrière, ce qui doit être la solution, c'est l'humain. C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter une information, il faut qu'elle soit médiatisée, il faut qu'elle soit accompagnée, parce que chacun la prend, encore une fois, avec ce qu'il est, son bagage. Bien sûr. Je vous donne les exemples, qui sont très concrets. On sait que les jeunes filles, par les travaux de recherche, elles ont une appréhension plus forte d'aller vers des filières qui sont sélectives, et y compris, il y a eu des travaux de Camille Terrier, notamment, sur ce sujet, quand elles ne voient pas d'affichage de notes, elles ont une tendance à s'auto-censurer. Ouais. On a ajouté les notes dans cet objectif-là. Alors, certains vont se sentir stressés parce qu'il y a des notes. Enfin, voilà. Mais on sait que c'est aussi un levier. Pas la jeune fille toute seule dans sa chambre, etc., mais c'est la jeune fille accompagnée par des professeurs. Et dans le cadre, c'est ce que les équipes Parcoursup aspiraient le plus de leurs vœux, c'est... les ministres ont annoncé un plan sur l'orientation de manière à travailler ce segment dans les lycées, de manière à accompagner, donner plus de profondeur de champ. Parcoursup restera stressant si on s'en occupe 2 jours avant. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Oui, mais... Se donner de la profondeur, c'est se donner du temps de réfléchir, de changer d'avis. Et c'est important. Enfin, je veux dire, à cet âge-là, on change d'avis. Mais moi, je change d'avis tous les jours, encore aujourd'hui. Mais ça, c'est un sujet culturel. Oui, en partie. C'est un sujet presque philosophique, le droit à l'erreur, le droit de se tromper, de changer de trajectoire. Malgré tout, est-ce qu'un système est légitime s'il est massivement incompris par ceux à qui il s'adresse ? Alors,
Il y a de plus en plus maintenant de coachs qui se lancent. Moi, je me méfie toujours du plus en plus. Elles sont où les études qui me montrent qu'il y a de plus en plus? Est-ce qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui rendent visible ce qui n'était pas quand il fallait faire un courrier par la poste? Je veux dire, replaçons les choses aussi dans un contexte. Et puis, encore une fois, vous avez raison, mais depuis 4 ans, je crois, et on va le refaire encore cette année, on fait une étude d'opinion chaque année sur les lycéens, un panel de lycéens avec un institut de sondage indépendant qui fait une étude avec des questions, etc. Regardez les chiffres, ils sont publiés, et vous verrez que entre ce que l'on dit de la plateforme et puis ce qui se passe en vrai, on voit aussi un peu le décalage. C'est-à-dire que très clairement, alors oui, il y a un stress, il y a une angoisse reconnue, et il faut travailler sur ce sujet, c'est fondamental. Mais oui, c'est aussi reconnu comme une plateforme qui est facile, comme une plateforme qui donne des informations, sans doute plus qu'on n'en a jamais eu. Mais oui, elle demande à être accompagnée. C'est l'enjeu du plan qu'ont annoncé les ministres pour que dans les lycées, dès le collège, puis au lycée, on puisse avoir ce travail d'accompagnement auprès des lycéens pour, j'allais dire, challenger. Aussi bien celui qui est en surconfiance, je fais qu'un vœu dans ce lycée parce que j'ai le niveau, que ceux qui s'autocensurent parce que je fais qu'un vœu parce que je pense que je peux aller que là. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce travail-là qui est passionnant, mais qui est difficile. Parce qu'on touche à de l'humain. Et que la machine en soi ne réglera jamais ça. Je veux dire, c'est pas sa mission. Non, c'est ce qui est souvent reproché, je vous apprends rien, effectivement, par les jeunes et leurs parents qui disent on a l'impression qu'il n'y a personne derrière, on se retrouve sans vœux, ou on se retrouve avec des vœux dans lesquels on n'est pas du tout. Pour lesquels, en tout cas, nous n'avons pas candidaté. Et par ailleurs, quand on demande de l'aide. Je vous garantis, moi, je peux faire plein de choses, mais jamais on donne des propositions sur un vœu pour lequel vous n'avez pas été candidat. Je veux dire, ça reste les candidats qui font des vœux, les réponses sont portées. Après, que la réponse que vous avez vous satisfasse ou vous satisfasse pas, c'est un autre sujet. Mais il y a combien de jeunes qui se retrouvent sans formation à l'issue de la phase principale? Alors, quand on termine la phase principale, il y a des candidats qui ont eu déjà proposition puis qui vont s'inscrire, et puis il y a ceux qui n'en ont pas eu. Ouais. Ensuite, on permet à chacun d'être accompagné. Tous les lycéens, en ce moment, ça a commencé depuis samedi, sont appelés individuellement au téléphone. On les appelle individuellement parce que non seulement on leur a déjà envoyé un message, ainsi que leurs parents, ils ont reçu le message, et on les appelle individuellement parce qu'on s'est aperçu progressivement que certains sont dans une forme de paralysie qu'on peut comprendre, qui est liée à « je suis figé parce qu'il n'y a pas de solution ». Et l'objectif, c'est de leur dire qu'il y a des solutions. Et tous les académies, tous les rectorats organisent depuis le 1er juillet, tout l'été jusqu'au mois de septembre, des solutions pour être accompagnés, pour essayer de trouver une solution. Alors ça va être un compromis entre les places qui sont disponibles, son projet, puis c'est aussi parfois le moment aussi pour aider un jeune à réfléchir aussi à son projet, expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Donc voilà, c'est un travail... Et ça représente combien, ça? Ça représente, je vous dis, l'an dernier... de l'ordre de 20 000 candidats ont sollicité un accompagnement durant l'été. Et à la fin du mois de septembre, on avait 134 lycéens accompagnés à qui on n'avait pas trouvé de solution. Ils étaient 645 000 lycéens au départ. Beaucoup ont des projets. Vous voyez, par exemple, cette année, parmi ceux qui ont formulé des vœux, ils sont 158 000 lycéens nous avoir dit « j'ai d'autres choses en parallèle ». Certains vont faire des études à l'étranger, certains vont des formations qui sont en dehors de Parcoursup, certains vont rentrer dans l'emploi. Je pense notamment aux bacheliers professionnels dont le diplôme leur permet d'accéder à un emploi et où, parfois, le choix va être très déterminant. Beaucoup de lycéens cette année, en lycée professionnel, ont fait un stage de 6 semaines, gratifié auprès d'une entreprise. Certains vont aller et prolonger en quelque sorte, que ce soit en apprentissage ou directement dans l'emploi. D'autres font un service civique. Vous voyez, il y a une très grande diversité. Notre objectif à nous, c'est d'essayer d'apporter des solutions avec un accompagnement. Et c'est un accompagnement qui est humain avec toutes les équipes qui travaillent. Enfin, la machine n'a pas ce rôle-là qu'on lui prétend. L'algorithme. Oui, voilà. Alors, l'avantage du mot algorithme, c'est que personne ne sait ce que ça veut dire. Alors, on peut le manipuler un peu dans tous les sens que l'on veut. Vous savez, je vous donne ça parce que moi, ça m'a toujours fait rire. La présidente de la CNIL disait une recette de gâteau au chocolat, c'est un algorithme. Et oui, c'est le cas. Parce que vous avez des ingrédients, des mesures, vous les combinez. C'est bien
j'ai jamais entendu personne m'expliquer que le gâteau au chocolat avait été fait par l'algorithme. Voilà. Alors là, c'est sûr qu'on est dans un contexte où la question des réseaux sociaux, la question de l'informatique, elle est crispante et angoissante pour une grande partie de la population. Donc c'est pour ça que cette relation à l'humain doit être permanente. Je vous dis, quand on prend on passe un coup de fil, c'est pas une machine qui le fait, c'est des vrais êtres humains, parce qu'on sait que derrière, il faut casser peut-être une perception qu'il n'y a pas de solution, alors qu'il y en a de disponibles. Vous parliez de gâteau au chocolat. Une lycéenne a été acceptée avec une lettre de motivation contenant une recette de brownie, ce qui est assez cocasse. Bon, toujours est-il qu'elle a été acceptée dans cette formation. Qu'est-ce que cet épisode représente de la sincérité du processus de sélection? Alors, cette jeune fille, alors j'encourage personne à jouer avec ce genre de... D'ailleurs, vous savez, je ne ferai pas de révélation, mais je connais le dossier par cœur. C'est pas aussi simple qu'on veut le présenter. La réalité, c'est qu'en fait, quand il y a un très bon élève sur des classes de licence et dans lequel l'élément de motivation n'est qu'accessoire dans le processus d'élection, on peut être retenu par la question des notes. Est-ce que c'est une surprise que la question des notes soit, dans certaines disciplines, très prépondérante? Je ne crois pas. Voilà. Le deuxième, vous dites ça parce que la lettre de motivation a un rôle négligeable. 6% voilà. du dossier dans certains des cas. Exactement. Il y a d'autres formations. formations. On se pose la question pourquoi la demander. Alors, vous savez que chaque formation a la responsabilité et prend la responsabilité de la demander. C'est pas Parcoursup. Oui, nous tout à fait. rend possible. Mais je vous donne un autre exemple, et je crois que c'est important aussi derrière de dire ce que l'on fait. Vous voulez aller dans un institut de formation, soit infirmier. Ouais. Les notes, c'est un élément. Si vous avez peur de la vue du sang, ce qui peut arriver à certaines personnes d'entre nous, ça va être compliqué, cette formation, ça va être compliqué, l'exercice de ce métier. Et la motivation, elle est fondamentale. L'expression de la motivation, elle est fondamentale. Ouais. Et ce qui compte, parce que on vit à l'heure de ChatGPT, mais au-delà de ChatGPT, des parents, il y en a toujours eu, et puis à toutes les époques, ils ont plus ou moins fait l'exercice, etc. Donc, je veux dire, ne nous inventons pas des situations qui sont pas vraiment nouvelles. Ce qui compte, c'est que c'est la sincérité de l'expression. Et les enseignants du supérieur sont pas dupes non plus. Vous savez, ils ont à la fois la lettre de motivation, puis ils ont les notes. Les notes, ils ont les appréciations des professeurs. Puis il y a un moment donné, vous voyez, j'ai lu dans un article il y a peu de temps qu'il y avait beaucoup sur la ville de Niort, ça commençait jolie commune, du département, etc. Vous voyez, c'est pas 2 secondes un enseignant est dupe de ce genre de pratique. Par contre, ce qui les intéresse, c'est la réalité de ce qu'on met au fond. Ouais, mais ça, c'est important. Alors, pardon, je vous coupe, mais vous dites les enseignants ne sont pas dupes de ça, mais en tout cas, visiblement, ils ont été dupes du dossier de cet élève-là. En tout cas, d'autres élèves disent attendez, c'est quand même fou. Cet élève a été sélectionné dans la sélection, pardon, je vais y arriver. Dans le domaine dans lequel elle avait choisi de Alors, elle n'avait pas choisi de le faire puisqu'elle y a renoncé tout de suite, ça ne l'intéressait pas. Tout à fait, mais n'empêche qu'elle avait été prise. Oui, et du coup, tous les élèves derrière se disent dis donc, c'est compliqué parce qu'en fait, on n'apporte aucune importance ou en tout cas aucun intérêt à la lettre de motivation. Nous, on tirera les conséquences, voir comment. Et vous l'avez dit au départ, le plus important, c'est ne la demander que quand c'est utile. Et ça, il faut parce qu'il n'y a aucune raison de demander des choses inutiles aux lycéens. Et moi, j'en suis le premier d'accord. Il faut quand même revenir juste parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Dans l'expression de la motivation, il y a est-ce que j'ai compris le sens de la formation dans laquelle je veux aller? Et donc, moi, je continue à croire à cet exercice au sens où il est aussi un moment dans lequel on se projette soi-même et où, finalement, on fait cet exercice. Et ne rien demander, vous voyez, si le choix des formations post-bac se limite à quelques clics, je ne suis pas sûr qu'on fasse un progrès collectif. Mais voilà, la question, elle est posée, elle fera partie, nous, on fait des éléments de bilan sur tous les points, partagés avec les responsables de formation, partagés avec les fédérations de parents d'élèves, partagés avec les lycéens eux-mêmes, parce que le système parfait, il n'existe pas. Ou en tout cas, non. Mais il faut trouver le bon équilibre qui permet à la fois et puis redire aux formations, parce que je redis, ça n'est pas Parcoursup qui examine ni les lettres de motivation, ni les notations. Qu'est-ce qui relève de leur responsabilité et de leur choix, et ils doivent en rendre compte.
Bah voilà. Et puis, qu'est-ce qui relève ensuite de la responsabilité propre des lycéens quand on est prévenu d'une situation dans laquelle il y a un lycéen qui s'est lancé à des fantaisies comme ça, on a systématiquement une démarche qui a été appliquée d'ailleurs à cette situation-là, dans laquelle le proviseur du lycée refait une explication de texte avec le lycéen ou la lycéenne pour expliquer qu'une démarche administrative, c'est pas fait pour ça. Voilà. Est-ce qu'on peut encore dire que le bac, c'est le passeport vers l'enseignement supérieur ? Oui, puisque la loi, c'est ce qu'elle dit, effectivement. Alors, je crois que ce qui a changé depuis le dispositif Parcoursup, c'est que il y a un examen aussi de la candidature pour apprécier finalement. Ce qui compte, c'est, faut toujours Parcoursup de ce point de vue-là, n'est qu'un filtre. L'enjeu, c'est la réussite. C'est ça l'enjeu. C'est la réussite dans les études supérieures. Il n'y a pas d'autre enjeu. Parcoursup n'est qu'un outil finalement qui s'inscrit dans une volonté, arriver à faire mieux réussir les étudiants dans leur parcours dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça qu'on prend en compte depuis Parcoursup l'examen du dossier en regard des attendus de chaque formation. Quelles sont les exigences propres à chacune des formations ? Elles sont très variables parce que chaque formation est différente. Elles peuvent même être variables, vous savez, sur une mention de licence parce qu'à l'Université de Bordeaux, il peut y avoir des spécificités qu'on ne retrouve pas à celles de Marseille ou de Strasbourg. Donc voilà, il y a une diversité de situations, mais l'objectif, c'est toujours d'essayer de guider pour aller vers la réussite des étudiants, parce que c'est ça qui est fondamental. Et moi, je vous le dis parce que j'ai vu trop d'exemples individuels. Il ne faut pas se tromper d'exercice. C'est pas réussir Parcoursup qui est l'enjeu, c'est réussir ses études. Et je trouve ça toujours désolant quand moi, il me revient, dès le début du mois de septembre, des étudiants en disant « ça ne correspond pas du tout à ce que je voulais, je veux changer ». Voilà. Ça, c'est un problème d'information, quelque part. Sans doute. Alors, je n'irai pas jusqu'à... Parce qu'autrement, on se dit qu'ajouter de l'information va résoudre le problème. En fait, ce n'est pas ça. C'est comment on a assimilé une information, qu'est-ce qu'on en a déduit soi-même, est-ce qu'on est allé au bout de l'exercice où on s'est dit « c'est pas fait pour moi, mais j'y vais quand même ». Et puis finalement, quand je vois ce que c'est, c'était vraiment pas fait pour moi. Voilà. Là aussi, on revient à de l'humain, toujours de l'humain, rien que de l'humain. Comment on comprend les choses. Et vous voyez, je vous disais, ce travail de compréhension, c'est ça qui est fondamental. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire dialoguer deux environnements différents. Vous avez d'un côté des formations post-bac, qui ont leur propre vocabulaire, qui ont la manière de représentation, leurs attentes. Et puis de l'autre côté, vous avez des lycéens pour qui ce monde-là est encore très étranger, entre guillemets. Et il faut faire dialoguer ces deux acteurs qui ont des intérêts convergents, mais qui dissimulés derrière tout un tas de petites situations bien différentes. Et c'est ça qui est passionnant, d'arriver à faire ce passage de témoins, de relais. Voilà, on n'est encore pas arrivé au bout de l'exercice, mais sans doute y a-t-il jamais de bout de l'exercice. Mais c'était par des améliorations, des petites touches, qu'on essaye de lever des ambiguïtés, répondre à des attentes des uns, à des incompréhensions des autres. Voilà, c'est ça le travail que fait l'équipe Parcoursup d'une manière générale. Dans ce cadre, pourquoi on ne pourrait pas imaginer, par exemple, un système, une plateforme où ce sont les formations, les écoles qui présentent leurs projets ? Alors, c'est le cas, en fait. Vous savez que c'est elles qui ont la main sur la manière dont elles se présentent. Nous, la seule chose qu'on garantit sur Parcoursup, et qui est quand même fondamentale, c'est le fait que la présentation est uniforme. Parce que, imaginez, vous allez dans un salon, moi ça m'arrive vraiment fréquemment, et depuis que j'ai 17 ans, je ressors toujours avec la même impression, il y a une forme de sentiment de malaise lié au fait que c'est difficile de percevoir les différences quand on a un document qui est bleu, l'autre qui est vert, l'autre qui est rouge, là où l'information elle est présentée, en haut c'est en haut à gauche qu'il fallait regarder, l'autre c'est en bas à droite. Ça, sur Parcoursup, ça n'existe pas. Toute l'information est rendue homogène. Elle peut être très variée selon les types de formations, mais elle est présentée de la même manière, systématiquement, parce que ça permet de comparer. On a même, dans Parcoursup, un petit comparateur de formation. Alors, vous voyez, on s'est inspiré de ce que sont les usages aussi de notre quotidien, et qui permet de comparer des formations, les mettre les unes par rapport aux autres, parce que c'est toujours ça qui est l'exercice difficile.
comment on se rend compte des choses. Donc, ce sont toujours les formations qui ont la responsabilité de présenter leur formation, parce que moi, je ne les connais pas toutes, évidemment, puis que ce n'est pas moi qui est enseignant, donc j'ai zéro légitimité pour le faire. Par contre, on leur donne un canevas, de manière à ce que ça soit toujours homogène, présenté de la même manière. C'est toujours au même endroit qu'on trouve le même type d'information. Je vous dis, c'est très concret ce que je dis. Est-ce que cette formation, quel est le tarif pour rentrer dans cette formation? Là, c'est les droits de scolarité. Est-ce que cette formation est éligible à avoir des étudiants qui sont boursiers de l'enseignement supérieur ou pas? Et on a même fait une petite, cette année, vous pouvez le vérifier en même temps que je vous parle, il y a une petite carte d'identité dans laquelle on a essayé de faire une synthèse des informations les plus essentielles. Et vous avez, est-ce que cette formation, elle est publique ou elle est privée? Parce que chaque année, ça arrive, ah ben j'avais pas vu que c'était privé. Voilà, donc l'homogénéité de l'information, moi, c'est ce que je considère être la plus-value, la plus fondamentale de Parcoursup. C'est évidemment pas ce qu'on retient, mais c'est ça qui est l'enjeu, parce qu'en termes de simplification, il faut se rendre compte. Vous savez, je vous donne un exemple, parce que je l'ai vécu moi. Alors, il y a quelques décennies, on demandait toujours de justifier avec un certificat copie conforme à l'original. Oui. Et on allait à la mairie, il y avait des tampons qui servaient qu'à ça, ça ne servait à rien. Voilà. Sur Parcoursup, on ne demande pas les pièces justificatives, parce qu'autrement, on aurait des monceaux à constituer. Par contre, évidemment, chaque candidat est prévenu que tous les éléments qu'il apporte, il devra pouvoir en justifier. On simplifie aussi la vie du lycéen. Toutes les notes sont collectées directement auprès des établissements scolaires. On les récupère directement, ce qui fait que quand un lycéen vient s'inscrire dans Parcoursup, je le connais déjà. Il va renseigner, découvrir que ces éléments d'identité, son parcours scolaire est déjà préidentifié dans Parcoursup. C'est un élément de simplification majeur, parce que moi, j'ai connu un temps où on y allait à l'enveloppe, avec chaque formation égale un dossier. Sur Parcoursup, c'est un seul dossier, un seul calendrier. Alors oui, effectivement, ça met plus de pression sur la date à laquelle on rend les résultats, parce qu'il y a un côté un peu 25 décembre, 9h du matin, la porte est fermée, elle va s'ouvrir. Voilà, mais dans les autres situations, c'était chacun son calendrier, chacun la modalité de réponse. Et alors, après, chacun appréciera où est le progrès par rapport à la situation antérieure. Mais vous savez, on a tous, et je crois que l'humain est comme ça, puis tant mieux, on évacue beaucoup plus vite les difficultés du temps passé que celles du temps présent. Et on se représente que c'était parfois même bien avant. Vous savez, moi j'ai déjà entendu me parler des gens de la nostalgie de la liste d'attente, ou des queues pour aller s'inscrire. C'est ce que vous me dites? Voilà, le mieux avant, moi j'y crois pas 2 secondes. Ça, Jérôme Teilhard. J'y crois pas 2 secondes. Simplement, c'est des fois ce qui revient comme expression. Parce que les élèves d'aujourd'hui, les lycéens d'aujourd'hui, eux, n'ont pas vécu ce qui s'est passé avant. Mais leurs parents ont vécu. Leurs parents, effectivement. Et ils sont les premiers accompagnateurs de leur enfant dans ces choix-là. Et parfois même, ils sont, vous savez, superviseurs du choix, en quelque sorte. Et puis, c'est eux qui sont parfois les plus stressés. Quand on voit les publications Instagram ou sur Facebook, parfois même dans les médias, il y en a qui prennent... J'ai échangé en préparant cette interview avec un père de famille qui me dit « J'ai fini chez le psy, tellement j'étais stressée par Parcoursup ». Alors, c'est pour ça, en tout cas, moi d'une manière générale, et je pense que... Il n'y a pas d'autre solution, mais il faut accepter la critique, il faut accepter les témoignages, parce qu'ils ont leur part de vérité. Après, chacun peut être plus ou moins vrai ou enjolivé, mais enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est l'expression telle qu'elle remonte pour qu'on la prenne en compte. C'est pour ça que nous, on travaille avec les fédérations de parents d'élèves, beaucoup. Moi, je fais de l'ordre de 12 webinaires chaque année avec les principales fédérations de parents d'élèves, ouvertes à tous les parents qui le souhaitent, de manière à faire de la pédagogie, à expliquer, à déconstruire. Vous savez... parce qu'il n'y en a pas qu'un par-ci ou par-là qui... Je comprends que vous souhaitiez minimiser le fait qu'il y ait des jeunes et des parents qui soient stressés, mais ils ne sont pas qu'un ou deux par-ci par-là à dire qu'ils sont stressés et qu'ils terminent chez le psy. Ils sont nombreux, vous le reconnaissez, ça. Moi, je comment dire, terminer sur le psy, je ne sais pas. Mais oui, est-ce que la question de l'orientation post-bac est un enjeu important, qui est stressant? Oui, mais c'est indépendant de l'outil. Enfin, je veux dire, c'est pas l'outil qui a créé ce passage vers l'enseignement supérieur. Et puis, quand on regarde, et je crois que c'est bien aujourd'hui, vous savez, la ministre d'État, Elisabeth Borne, elle est ministre à la fois du scolaire et du supérieur. Je trouve que
c'est un progrès, parce que ça veut dire qu'on tient l'ensemble des éléments en responsabilité. Et souvent, il y a eu un dialogue impossible entre deux mondes. Et ce que je trouve très étonnant toujours, mais je l'ai vécu à titre personnel en tant que lycéen, c'est qu'en fait, un lycéen, tant qu'il n'est pas dans l'enseignement supérieur au mois de septembre, l'enseignement supérieur est quelque chose... Bien sûr. Mais ça, c'est presque un sujet politique. Oui, mais avec un grand P, c'est-à-dire que c'est un sujet de politique publique. Comment on forme mieux les jeunes, comment on accompagne l'ensemble des générations. Enfin, c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est difficile. Et puis avec toujours finalement on a un monde en mouvement. Et Parcoursup n'est pas statique. Non, il n'est pas statique, mais si les politiques publiques faisaient leur job, les élèves seraient sans doute moins stressés, leurs parents aussi, et donc moins perdus, avec aussi, sans aucun doute, je pense, moins d'argent public qui serait dédié aux réorientations. Écoutez, chacun a son appréciation. Moi, je suis toujours plus modeste dans l'ambition, c'est d'arriver à faire en sorte que les lycéens qui ont un projet puissent essayer d'aboutir au mieux possible à leur projet. Mais justement, pour faire ça, s'il y avait un travail d'orientation dès le plus jeune âge... C'est le sens de ce qu'engagent les ministres, travailler plus en amont. Parcoursup y participe. Vous savez que depuis déjà 2 ans, on peut créer son compte sur Parcoursup bien avant d'être un lycéen de terminale, précisément. On peut s'entraîner même. On peut s'entraîner en permanence. Et vous voyez, toutes ces choses... Comme quoi, c'est un stress. On peut s'entraîner. Vous vous rendez compte ? On peut s'entraîner... En fait, alors, on peut le présenter comme ça, mais je crois que derrière le site d'entraînement que l'on a construit, l'idée, c'est bien de montrer qu'en fait, c'est très simple et que la question difficile, elle ne se situe pas là. Vous voyez, moi, j'ai joué aux jeux vidéo il y a très, très longtemps. On ouvrait une porte, des fois, il y avait un trou et on tombait dans le trou. Ça n'existe pas sur Parcoursup et le site d'entraînement montre que ça n'existe pas, cette situation. Mais vous avez fait, il faut reconnaître aussi les choses quand elles sont bien, vous avez fait un sacré boulot depuis quelques années pour limiter ce stress-là, en tout cas. Alors, il restera qu'il y a 1 million de candidats, donc voilà, c'est important. Et puis, j'allais dire, moi, mais c'est ça qui fait l'ambition, c'est que plus on fait des améliorations, plus on en attend. Bien sûr. L'enjeu important, et je crois que derrière cela, parce que il y a des fois, vous savez, se situe un piège juste derrière où l'enfer est pavé de bonnes intentions, on peut dire ça comme ça, la question de plus d'informations. Il faut vraiment se méfier de cette notion-là, parce que plus d'informations peut être aussi plus de difficultés pour certains à l'appréhender. Et là où on pense satisfaire quelques-uns, on va en perdre d'autres. Ouais. Et voilà, trouver ce point d'équilibre en permanence. C'est pour ça, par exemple, que l'an dernier, je vous dis, quand on a fait ces évolutions, on a consulté 645 000 lycéens, mais y compris des fois sur les termes. Parce que moi, je voyais, et chacun a sa représentation personnelle, est-ce que c'est une représentation en pourcentage qui vous parle plus ? Est-ce que c'est une représentation avec des mots que vous apprenez ? Et ça, voilà, c'est chacun a sa propre compréhension personnelle, et il faut trouver un moment d'équilibre. Il faut choisir, enfin, on est là pour ça. Mais en même temps, en ayant toujours, on réinterrogera les mêmes lycéens sur, voilà ce qu'on a fait, est-ce que ça correspondait à l'attente ? Et puis s'il faut changer, disons que je suis plus à l'expérience des petits matins plus que des grands soirs. Mais ces petits matins, ils sont importants parce que ça fait progresser sensiblement, et on le fait avec les fédérations de parents d'élèves pour que ça soit compris, et compris au-delà de l'aspect technique, compris dans le sens. Parce que souvent, moi c'est important, vous savez, j'aime beaucoup faire des temps d'échange avec les lycéens, j'en fais beaucoup dans l'année, parce que je suis souvent frappé, on m'interroge sur la technique. Alors que, et c'est parfois une stratégie pour ne pas aller à la question de fond qui est derrière. Plus on parle technique, plus, voilà, enfin, vous voyez, c'est simple, etc. Mais on ne va pas poser la question qui est difficile, qui est derrière. Par exemple, je prends, parce que je trouve ça toujours aussi frappant, et ça interroge finalement peu de gens, à part moi, on a tous découvert le 16 juin les sujets de philosophie. Oui. Il y a des sujets, c'est pas simple pour un lycéen de 17 ans, c'est quand même extrêmement abstrait. Mais personne ne trouve ça difficile, alors que la lettre de motivation en 1500 caractères, on trouve ça que c'est un exercice très difficile. Et je trouve que la différence des deux,
c'est qu'il y en a une qui est très personnelle. L'autre est un devoir, alors on peut citer les grands auteurs, ça reste avec une distance par rapport à soi, même si on y exprime des idées. Alors, Ce qui est difficile souvent pour les lycéens, c'est d'exprimer quelque chose qui est très personnel. Oui, pardon, mais je mets quand même une certaine nuance, c'est qu'il y a un exercice, celui du bac de philo, où ils sont entraînés pour, et l'autre, où la lettre de motivation, où nombreux sont ceux qui doivent maintenant évidemment se faire aider par leurs parents, mais tout le monde n'a pas forcément un parent qui peut l'aider dans l'écriture d'une lettre de motivation, dans cet exercice très personnel, et puis d'autres qui vont jusqu'à prendre des coachs en orientation. Oui, enfin, moi je veux dire que... Tout ça pour dire qu'ils ne sont pas entraînés à l'école, mais parce qu'on ne peut pas tout demander non plus aux enseignants. Mais en fait, vous savez, c'est pas une question, c'est une question plus que d'entraînement à l'écriture propre, et je crois que c'est ça le sens dans lequel les ministres travaillent, c'est s'habituer à une logique de projet, à construire, à tester, etc. Et c'est ça finalement qui est la question. Moi, vous voyez, je me rappelle d'un échange que j'avais avec une jeune fille qui s'était inscrite dès la seconde sur Parcoursup, et il me disait, parce que j'ai déjà prévu, en première, je vais aller à des journées portes ouvertes de ceci, puis j'irai avec d'autres en terminale, parce que, voilà, en quelque sorte, elle fait sa propre opinion progressivement. Et finalement, c'est ça l'exercice. Si on prend tout au dernier moment, évidemment que c'est difficile. Mais comme faire ses valises au dernier moment, je suis désolé, je suis un adepte de cette formule, mais malheureusement, on oublie des choses parce qu'on l'a fait au dernier moment. Voilà, il faut se donner du temps parce que la question de l'accès à l'enseignement supérieur n'est pas une question anodine. On va changer d'environnement. C'est sûr. Et en fait, c'est ça qui est souvent associé. C'est que, et vous l'avez vécu, vous aussi, quand on part du lycée, on va quitter des amis qu'on a connus depuis longtemps. On va des fois quitter son environnement familial. On va changer complètement. On était les plus grands. Et on devient et les tout plus d'un petits. coup, on redevient... Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui se joue, des choses très subjectives de représentation. Et il faut aider. Et je crois que nous, on essaye de travailler depuis quelques années et que c'est fondamental. Comment on accompagne aussi à devenir un étudiant. Il y a beaucoup d'efforts et de progrès qui ont été faits par les universités pour donner de la vie étudiante et pas être simplement, c'est un lieu où on a juste des cours. Voilà, parce que cette réalité-là, elle est aussi présente chez les étudiants. Et moi, je sais, j'ai maintenant de plus en plus de questions qui me viennent. C'est, est-ce qu'on pourrait avoir sur Parcoursup des informations dans les formations, est-ce que je vais pouvoir m'engager ? Est-ce que je vais pouvoir avoir une activité citoyenne ? Vous voyez, les demandes changent. Bien sûr. Elles ne sont pas celles et il faut essayer de s'adapter. Et donc, plus que l'environnement de la formation, c'est aussi quel est l'environnement de vie étudiante sur lequel il y a une attente aujourd'hui. S'y préparer, la quête de sens. J'ai l'impression qu'on en parle à chaque épisode dans 20 sur 20, la quête de sens justement de ces élèves qui n'est pas forcément... en tout cas, qui est quelque chose de nouveau qui change évidemment beaucoup de choses à la fois pour les enseignants, pour leurs parents et puis pour les responsables des formations. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, pour remettre un peu de positif, non pas que notre échange vienne chercher des choses qui n'aillent pas, mais les étudiants, comme les parents et les professionnels de l'éducation, se posent évidemment beaucoup de questions, vous vous en doutez, au sujet de Parcoursup. À moi maintenant aussi de remettre les points sur les i sur ce qui fonctionne. Moi, j'ai passé mon bac en 2017 ou 2018, il y a quelques années. Et à ce moment-là, c'était la dernière année d'APB. Et j'avais la chance de plutôt bien travailler, faire partie des premiers de la classe, etc. Et j'avais demandé des formations dans lesquelles j'avais une très, 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 très bonne moyenne. Et il se trouve que moi, comme beaucoup d'autres à l'époque, jeunes lycéens, on n'a reçu aucune affectation sur APB. Ça a valu, dans les médias, un énorme tollé sur la plateforme, ce qui a ensuite permis à Parcoursup de naître avec de grandes modifications qui ont aidé beaucoup d'étudiants. Et à l'époque, je me souviens, j'avais pris ma plume et j'avais écrit au président de la République. J'avais dit, voilà, mon cas est celui-ci. Évidemment, je suis très triste parce que, visiblement, je ne vais pas avoir de formation en France. Et j'ai eu la chance, pour ma part, d'avoir les moyens de partir étudier à l'étranger, mais je sais très bien que peu sont ceux qui ont cette chance-là. Et surtout, j'avais écrit, telle est ma situation, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui en France qui sont dans ma situation aussi, et qui se retrouvent sans formation et qui ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire dans 2 mois, dans 3 mois, en septembre. Et donc, j'avais été reçue.
à l'Élysée, en présence de collaborateurs du ministre à l'époque de l'Éducation nationale, la ministre de l'Enseignement supérieur, etc. Et j'arrive dans cette pièce et j'avais été choquée, très, très heureuse en tout cas qu'on me donne la parole. J'avais été choquée parce que c'était une réunion où on imaginait vraisemblablement ce qu'allait devenir Parcoursup. Et il n'y avait pas d'autres étudiants. Et il n'y avait pas un seul parent. Et c'est le premier truc que j'ai dit. Je dis, mais attendez, vous êtes en train d'imaginer le futur de l'orientation en France, un outil vraisemblablement comme APB, version améliorée, qui va permettre à des milliers et des milliers, des centaines de milliers même de jeunes de pouvoir choisir leur formation. Et il n'y a pas un seul jeune autour de la table à part moi. Et moi, je ne peux pas me permettre d'être le porte-parole, la porte-parole de tous les autres. Ce que je vois en tout cas, parce qu'en préparant cette interview, effectivement, j'ai échangé sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de jeunes, de lycéens, d'étudiants qui sont passés ces dernières années par Parcoursup et qui disent ça y est, les choses ont changé. Parce qu'effectivement, quand on vous a contacté parce qu'on avait eu tel ou tel problème, parce qu'on n'avait pas eu notre formation, parce qu'on avait des questions, non seulement il y avait une réponse qui leur a été apportée, ce qui n'était pas forcément le cas, nous, à notre époque, en 2007 ou 2018. Et au-delà de ça, le sujet, de toute façon, est tellement médiatisé que quelque part, vous êtes un peu obligé de leur répondre. C'est pour démontrer qu'il y a un changement aussi presque philosophique dans la plateforme de l'accompagnement réel. En tout cas, ça fait partie du sens de l'engagement de tous ceux qui travaillent sur Parcoursup. On ne travaille pas parce qu'il y a un outil, parce qu'il faut faire fonctionner un outil. On travaille parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a des parents et qui souhaitent accéder à une formation. On ne pourra pas toujours réaliser ce qu'était l'ambition initiale. Enfin, je veux dire, faut aussi le dire. Parce que, vous savez, il y a vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde non plus. Il y a des formations qui étaient sélectives avant Parcoursup, qui le seront après Parcoursup, qui le sont pendant Parcoursup. Et il faut aussi avoir conscience de cela. Et puis, cette réponse à l'usager, vous savez, nous, on a développé la présence sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas être là où les jeunes ne sont pas. Voilà. Il y a en même temps un numéro vert qui travaille sur Parcoursup et qui répond quotidiennement. Alors, c'est des parents. Des fois, on sait, nous, parce que vous avez une messagerie intégrée dans Parcoursup dans laquelle il y a une réponse en permanence. Et évidemment, on parle plus des trains qui arrivent en retard que de ceux qui arrivent à l'heure. Mais ça, c'est l'humain. Et on est tous comme ça, là, avec la même exigence. Et puis à la limite, il faut être à la hauteur de ces exigences-là. Mais on essaye d'avoir une réponse qui est multi-option, en quelque sorte, parce que on a tous les profils. Et des fois, on sait, des candidats qui nous interpellent sur les réseaux sociaux sont les mêmes qui ont appelé le numéro vert, sont les mêmes qui ont mis un message. Donc, on arrive à recouper les choses. Mais moi, ça me permet, parce que c'est important, il n'y a pas de Parcoursup sans l'humain et sans toutes ces équipes qui, sur le terrain, dans les lycées, dans les académies, travaillent pour ce service-là. Et croyez bien, c'est pas toujours facile. Parce qu'on travaille sous la pluie. Doute, bien sûr. Mais en même temps, voilà, c'est une communauté très soudée, on dialogue en permanence, on se sert des informations. Vous voyez, par exemple, le numéro vert, moi, on a des échanges quotidiens sur, voilà, c'est quoi les bruits de fond qu'on entend, quels sont les éléments qui changent, et ça nous amène à changer. Vous savez, je vous donne un exemple très concret, parce que c'est intéressant à percevoir. Même deux, parce qu'ils sont intéressants les deux. La première année, Parcoursup, j'avais des tas de parents qui m'interpellaient, les vœux ont disparu. Alors, vous savez, ils avaient formulé leurs vœux. Et ils avaient répondu. Et tout avait disparu. Fait, voilà. Et on a cherché à comprendre. Voilà. Alors, la deuxième année, on a associé les parents, dans lequel les parents reçoivent systématiquement les messages que reçoivent leurs enfants, quand ils souhaitent eux-mêmes donner leurs coordonnées. J'ai plus de messages de vœux disparus. Oui. Voilà, ça a beaucoup aidé. La deuxième chose, cet exemple est aussi intéressant parce qu'il montre que des petites choses font des fois la différence. On avait, du même ordre, en fait, je vois plus, j'ai validé, puis en fait, ça n'a pas validé dans la machine. Et on s'est aperçu que sur l'interface qu'on avait sur les téléphones mobiles, c'est à peu près 70% des usages se font sur téléphone mobile. Il y avait sans doute une trop grande proximité entre le bouton valider et le bouton quitter. Ah. L'année suivante, on les a mis à l'opposé.
Plus de problème. Le sujet a disparu. Et vous voyez, c'est ça que je vous... et ça, c'est pas l'outil c'est des humains qui, parce que c'est le numéro vert, nous a fait remonter cette situation, parce que sur les réseaux sociaux, on l'entend, qu'à un moment, on dit, tiens, il y a quelque chose dans la manière dont on présente, on explique, voilà, qui change. Des fois, c'est vraiment des choses aussi simples que cela, qui créent soit de l'angoisse, ou qui créent une forme de réassurance. Et le site d'entraînement, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui... mais je ne sais pas comment ça marche... En fait, vous allez voir une fois. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai chaque année... Oui, mais alors, les délais pour répondre, c'est quoi? C'est comment? Etc. Alors, quand vous l'expliquez de manière théorique, essayez d'expliquer comment vous voyez l'heure. De manière théorique, c'est plus compliqué que la réalité en disant, vous regardez les yeux, sur la montre, il y a marqué... Je n'ai jamais aucune question sur l'heure et date limite. C'est écrit vraiment en rouge. Alors, c'est noir sur rouge. C'est noir sur rouge dans un petit encadré en fait, de la proposition. On envoie des SMS quand on reçoit une proposition. 24 heures avant, on envoie des SMS de relance. Quand on s'aperçoit qu'il y en a trop qui ne répondent pas, on renvoie un SMS à 20 heures pour qu'au milieu du dîner, il y ait une forme de réaction. Voilà. Ouais. Ça, ce sont des choses qui se sont construites progressivement. Parce que la question de l'écoute usagée, elle est fondamentale pour nous. Parce que je vous dis, dans l'équipe Parcoursup, il y a des usagers aussi, qui en rentrant le soir font aussi Parcoursup de l'autre côté de la table, en quelque sorte. Et que ça, c'est de l'humain et c'est fondamental. Et que dans la mission qu'on exerce, d'avoir toujours... On ne construit pas des politiques publiques si on n'est pas en lien avec l'usager et qu'on n'est pas en prise directe. Alors, y compris pour recevoir... Voilà, le choc. Mais voilà, il faut affronter ça. Il faut et puis être en permanent dans l'amélioration, dans les outils qui vont aider ceux qui viennent pour la première fois, en espérant que ça soit qu'une fois. Bien sûr. Voilà, mais en leur donnant aussi la possibilité de revenir une deuxième fois, parce qu'il y a un droit à l'erreur. On peut changer de parcours et qu'il ne faut pas du tout laisser les jeunes s'enfermer dans l'idée que un choix égale une vie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop risqué, mais c'est aussi le message que renvoie quand même une grande partie de la société. Peu de place à ceux qui se réorientent, peu de place au parcours diversifié. Voilà. Et donc ça, c'est un effort collectif. Et c'est pour ça, alors en venant avec vous, dialoguer avec vous, il faut faire avancer ce débat, parce que Parcoursup restera un sujet de pression, quel que soit le nom de la plateforme. Il s'appellerait Chou à la crème, ce serait pareil. Tant qu'on n'a pas aussi réglé des sujets qui sont propres à la société française, qui est la manière dont on prend en compte la formation tout au long de la vie et qu'on accepte de changer de parcours tout au long de la vie sans revenir systématiquement, vous voyez, au rez-de-chaussée en repartant, en se disant que ce que j'ai acquis n'a pas de sens pour une autre formation. Ben non, la réalité, c'est que ce que vous avez acquis vous aide, vous apporte des choses. Voilà, c'est ça qui est donc tout le travail que l'on fait à un horizon qui est bien au-delà de Parcoursup, et c'est ça qui est passionnant aussi. Et ben c'est ça qu'on va retenir de ce podcast. Merci infiniment, en tout cas, Jérôme Théière, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans 20 sur 20. Et puis nous, on se dit à très vite, évidemment, dans un autre épisode pour continuer à parler d'enseignement supérieur et d'orientation. Merci beaucoup. Merci.